Aujourd'hui, je reçois Aude Mirkovic, donc de l'association Juristes pour l'enfance, la porte-parole. À tout de suite. Aude Mirkovic, alors je suis très content de vous recevoir, d'autant plus que vous avez fait le voyage, il fait froid de Lyon. Merci infiniment pour votre venue. Vous êtes porte-parole de l'association pour la promotion et la défense des droits de l'enfant. On va parler aujourd'hui de l'actualité de la proposition de loi relative à l'adoption, mais déjà, Aude, quelques mots sur l'association Juristes pour l'enfant. C'est qui? C'est quoi? Alors bonjour Teddy, merci beaucoup pour votre invitation. Alors l'association Juristes pour l'enfance, c'est bien comme son nom l'indique, c'est une association de juristes qui sont désireux de mettre leur expertise juridique au service de la défense de l'enfant et comme nous sommes sur le terrain juridique, des droits de l'enfant. Donc nous agissons à chaque fois que les droits de l'enfant nous paraissent en danger ou méritent d'être promus. Donc nous apportons notre expertise aux parlementaires, aux journalistes et puis aussi surtout nous agissons en justice devant les tribunaux lorsque les droits de l'enfant sont en danger. Mais ces droits de l'enfant sont souvent en danger maintenant. Malheureusement. On a parlé de la PMA, la GPA, vous reviendrez bien sûr nous expliquer tout ça. Alors, cette proposition de loi relative à l'adoption, nous en sommes où? Parce que c'est des allers-retours, on en parle depuis plusieurs années, entre les sénateurs, les députés, etc. Quel est le contenu de cette proposition de loi? Alors déjà on en est où? Donc sur l'état de la procédure, eh bien le gouvernement avait engagé sur cette proposition de loi réformant l'adoption la procédure dite accélérée. Donc il était prévu qu'il n'ait qu'un seul examen à l'Assemblée et un seul au Sénat. Une seule lecture. Et puis à l'issue de cette lecture, comme il y avait des désaccords, une commission mixte paritaire a été réunie qui a échoué. Députés et sénateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord parce qu'il y avait vraiment des points irréductibles. Et par conséquent, le texte est reparti à l'Assemblée en janvier pour une nouvelle lecture. Et puis, il est arrivé au Sénat ensuite et a été voté donc hier, mercredi 26 janvier, par le Sénat. Il y a toujours ces points de fracture entre les deux chambres. Et donc, une lecture définitive est prévue à l'Assemblée le 8 février, parce que dans ce cas-là, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Alors, cette loi, on a vu effectivement des changements importants. Premier point, l'ouverture de l'adoption aux couples non mariés. Jusque maintenant, seuls les couples mariés ou les célibataires pouvaient adopter. Maintenant, on ouvre aux gens qui sont pacsés et aux concubins. Donc le changement est énorme. Oui, c'est-à-dire que cette proposition de loi est annoncée pour réformer l'adoption dans l'intérêt de l'enfant. Donc évidemment, tout le monde applaudit. Mais alors, où est l'intérêt de l'enfant de pouvoir désormais être adopté par des personnes qui ne sont pas mariées? C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, peuvent adopter soit des couples mariés, soit une personne célibataire. Et ce qu'apporte ce texte, c'est de permettre l'adoption par des concubins ou des pacsés. Mais les qualités personnelles des intéressés ne sont pas en cause. Mais là, nous parlons du statut juridique qui est le leur. Alors, certes, le mariage n'offre pas une garantie de stabilité définitive, puisqu'on sait bien qu'il y a beaucoup de divorces, etc. Mais enfin, il reste que, objectivement, le statut du mariage est protecteur parce que les relations familiales ne sont plus soumises aux aléas des bonnes ou moins bonnes volontés des intéressés, elles sont régies par la loi. Donc on a un régime matrimonial, on a une procédure de divorce en cas de décès, on a des vocations successorales, des procédures de divorce en cas de séparation, une vocation successorale en cas de décès, et toutes ces mesures qui créent le statut légal du mariage sont protectrices des conjoints, mais aussi des enfants. Donc à partir du moment où il y a de très nombreux candidats à l'adoption, il est possible d'offrir aux enfants le maximum de garanties possibles. Et le statut du mariage est une garantie. Pas une garantie infaillible, mais enfin, elle apporte un plus par rapport aux situations de non-mariage. Donc c'est pourquoi il y a une régression en réalité de l'intérêt de l'enfant en permettant à des personnes non mariées d'adopter. Alors aussi j'ai vu des petites choses qu'on peut lire, réduire de 2 à 1 an la durée de vie commune exigée dans le cas de l'adoption. J'avoue pour un couple que ça, de réduire de 1 an, ça ne change pas grand-chose. On peut ajouter aussi le fait que l'âge de 28 ans a été baissé à 26. Voilà, le but c'est de faciliter au maximum la possibilité d'adopter pour les adultes. Donc en réalité, ce que vise le texte, ce n'est pas le bien de l'enfant, l'intérêt de l'enfant, c'est d'assurer une espèce d'égalité entre candidats à l'adoption. Comme si l'adoption
était une machine à fournir des enfants aux gens qui n'en ont pas. Mais je veux dire, il faut vraiment rappeler cette évidence. L'adoption n'est pas là pour faire plaisir aux candidats à l'adoption ou pour les rendre heureux. Si elle les rend heureux, évidemment que c'est tant mieux, mais l'adoption est une institution qui a pour raison d'être les enfants. Elle est là pour donner une famille à un enfant qui a été privé de la sienne par les malheurs et aléas de la vie, et l'enfant n'est pas un variable d'ajustement pour assurer une espèce d'égalité entre candidats à l'adoption. C'est-à-dire que où est le progrès pour les enfants en attente d'adoption que dans chaque département, il y ait autant d'adoptants célibataires, mariés, non mariés, de sexes différents, de même sexe. Non, pour chaque enfant, ce qu'il faut, c'est trouver les meilleurs candidats à l'adoption pour lui. Et essayer d'assurer des statistiques concernant, des statistiques égalitaires concernant les adoptants, et ben finalement, c'est instrumentaliser l'adoption, c'est instrumentaliser les enfants au service d'une idéologie qui dévoie l'adoption finalement. Est-ce que ces nouvelles ouvertures, semble-t-il, elles vont vraiment faciliter l'adoption? Parce que les gens qui veulent adopter en France, je pense dans d'autres pays, c'est un véritable chemin de croix. Alors, certains disent justement, en permettant l'adoption par des concubins ou des couples pacsés, on va permettre l'adoption de plus d'enfants. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Il y a déjà beaucoup trop de candidats à l'adoption, y compris mariés, par rapport au nombre d'enfants adoptables. Et si certains enfants qui pourraient être adoptés en France parce qu'ils sont pupilles de l'État ne le sont pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de candidats à l'adoption, c'est parce que ce sont des enfants dits à particularité, donc des enfants déjà âgés, parfois en fratrie, ou alors des enfants handicapés ou malades. Et l'ouverture de l'adoption aux concubins ne va pas voir se précipiter des candidats à cette forme d'adoption, surtout qu'en plus on a déjà aussi l'expérience et le témoignage de nombreuses familles qui ont été sensibilisées à la cause des enfants handicapés en attente d'adoption et qui sont elles-mêmes volontaires pour adopter des enfants handicapés et qui n'y arrivent pas. Parce que justement c'est un méandre administratif et que on ne comprend pas pourquoi l'aide sociale à l'enfance n'arrive pas à à proposer des enfants à ces familles. Nous on a reçu le témoignage d'une famille, d'une grand-mère qui disait que ses enfants ont adopté une petite fille handicapée de 4 ans et demi, mais elle est à l'ASE depuis ses 6 mois. Donc comment ça se fait? Eux, ça fait déjà 2 ans qu'ils vont de département en département et qu'ils disent nous voulons adopter un enfant handicapé, nous avons l'agrément pour cela. Et les difficultés, le manque de moyens à tous les niveaux fait que cet enfant est resté 3 ans en établissement alors qu'elle aurait pu trouver une famille déjà depuis longtemps. Donc la solution, elle n'est pas dans l'abandon des conditions pour les adoptants. La solution, elle est dans la révision des pratiques de l'aide sociale à l'enfance. Encore une fois, je leur jette pas la pierre. J'imagine que ce sont des gens qui font vraiment ce qu'ils peuvent et qui sont très dévoués. Mais supprimer la condition de mariage des adoptants, en tout cas, ne va pas permettre à plus d'enfants d'être adoptés, malheureusement. Alors, question très très délicate, ma chère Aude. Je ne sais pas si juriste pour l'enfance, vous avez commencé à réfléchir sur ce point. Qu'en est-il des couples homosexuels, pacsés ou non pacsés, hommes, femmes, etc., qui veulent adopter un enfant? Semble-t-il, il y a des témoignages où ça se passe relativement bien. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir sur ce sujet? Alors oui, nous réfléchissons depuis longtemps sur ce sujet, depuis que avait été annoncé en 2012 le projet de loi sur le mariage des personnes de même sexe qui emportait de fait l'adoption par des conjoints de même sexe. Alors, cette question-là n'est pas en cause dans la proposition de loi dont nous parlons puisqu'il s'agit simplement de l'adoption par des couples non mariés. Donc aujourd'hui, des couples de même sexe mariés peuvent déjà adopter en France. Ils ne seraient concernés par cette réforme que comme les autres, savoir si est-ce que le fait d'être concubin leur permettrait quand même d'adopter. Mais enfin, rien ne nous empêche de revenir sur ce sujet qui en effet est très intéressant. Oui, il est évident que 2 hommes ou 2 femmes peuvent parfaitement donner de l'amour à un enfant et peuvent très bien s'occuper d'un enfant et peut-être et même certainement être de très bons éducateurs. Mais il faut revenir à quel est le but de l'adoption. Si le but de l'adoption c'est de fournir des familles d'accueil aux enfants, alors oui, un célibataire, 2 hommes, 2 femmes, voire 3 peuvent accueillir à leur foyer un enfant. Mais l'adoption est là pour donner à l'enfant des parents, une famille adoptive. Et donc là, ça nous conduit à revenir un petit peu sur ce que sont les parents. Qu'est-ce que la filiation ? La filiation, elle découle de l'acte de naissance.
la filiation y compris adoptive, découle de l'acte de naissance qui indique à chacun de qui il est né. Donc cette naissance, elle est le plus souvent biologique, mais elle peut être aussi symbolique, et c'est le cas notamment dans l'adoption, bien sûr. Mais pour que cette dimension symbolique puisse se mettre en place, eh bien, il faut que les parents, y compris adoptifs, offrent à l'enfant un cadre cohérent au regard des exigences de la biologie pour la procréation. Et quelle que soit leur qualité personnelle, affective, éducative, humaine, qui ne sont pas en cause, eh bien, 2 hommes ou 2 femmes ne peuvent pas offrir à l'enfant ce schéma parental qui lui indique une origine, pas même symbolique. Voilà, donc c'est pour ça que nous pensons que l'adoption par 2 hommes ou par 2 femmes ne rend pas le service promis par l'adoption à l'enfant. Elle lui offre des éducateurs, et c'est déjà pas mal, mais en revanche, elle est impuissante à lui offrir des parents au sens premier du terme, les parents n'étant pas seulement des éducateurs, ils sont avant tout ceux qui ont pour statut d'indiquer à l'enfant son origine, y compris symbolique, sa généalogie, de le situer dans une généalogie. Voilà. Alors qu'en est-il de l'adoption aussi plénière des enfants? Parce qu'on peut adopter des enfants de plus de 15 ans. Alors, en l'état, les enfants de plus de 15 ans ne peuvent pas faire l'objet d'une adoption plénière. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a 2 types d'adoption. L'adoption plénière et l'adoption simple. Et l'adoption plénière est l'adoption au sens courant du terme, tel qu'on l'entend habituellement. C'est-à-dire que l'enfant adopté est complètement assimilé à un enfant par le sang. Il entre dans la famille d'adoption où il devient un enfant à part entière et comme les autres. Alors que l'adoption simple est un petit peu différente, puisque l'adoption simple ne rompt pas les liens avec la famille d'origine biologique de l'enfant, elle se surajoute. Donc si l'enfant avait déjà des parents, il est possible qu'il soit adopté de façon simple, sans rompre le lien avec la famille d'origine. Et d'ailleurs, l'adoption simple est, dans l'immense majorité des cas, utilisée s'agissant de l'adoption de personnes adultes, par une personne qui a, par exemple, éduqué les enfants de son conjoint et qui s'est investi dans leur éducation et qui partage un lien affectif avec eux important. Et puis le temps passant, il désire concrétiser, juridiciser, si je puis dire, ce lien. Et donc la personne est adoptée de façon plénière et souvent pour des raisons successorales, pour pouvoir transmettre les biens. Bien sûr. Voilà. Donc les enfants mineurs concernés par l'adoption simple sont beaucoup moins nombreux parce que, en général, quand on adopte un enfant mineur, le but est justement de l'adopter plénièrement. Mais si ça n'est pas possible ou pour des raisons qui tiennent à chaque cas, parce que chaque cas est unique, l'adoption simple concerne également des enfants mineurs. Alors je sais que vous travaillez beaucoup, alors là c'est très complexe, sur la filiation des enfants, c'est très compliqué, et puis j'ai vu la filiation des enfants nés à l'étranger par PMA pour un couple séparé de femmes. Alors qu'en est-il de cette problématique? Eh bien, la proposition de loi sur l'adoption dont nous parlons, qui va donc repasser en dernière lecture à l'Assemblée nationale d'ici peu le 8 février. Elle comporte... Alors, c'est un petit peu difficile de parler au présent, parce que comme le texte fait des allers-retours entre les chambres, il est modifié à chaque fois. Mais c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, et pour l'instant, à chaque fois, l'Assemblée nationale a tenu à instaurer un article 9 bis, que le Sénat a déjà retiré 2 fois, mais l'Assemblée nationale pourrait le rétablir. Et cet article prévoit le cas donc de couples de femmes qui ont recouru à la PMA à l'étranger ces dernières années, donc avant que la loi de bioéthique du 2 août 2021 ne légalise cette pratique en France. Et la loi du 2 août 2021 permet aux couples de femmes qui ont recouru à la PMA par le passé de régulariser leur situation en faisant une reconnaissance conjointe qui va et permettre d'établir la filiation à l'égard de la deuxième femme. Mais il y a des couples de femmes qui se sont séparés entre-temps, voilà. Et donc j'en viens à l'objet de votre question. Et pour ces couples de femmes qui se sont séparés entre-temps, eh bien la mère biologique, celle qui a mis les enfants au monde et qui actuellement est la seule et la mère, juridiquement la seule, eh bien elle s'oppose à l'adoption de l'enfant par sa conjointe ou à l'utilisation de ce mécanisme prévu par la loi de bioéthique. Eh bien, la proposition de loi sur l'adoption envisage rien de moins qu'une adoption forcée qui serait imposée à la mère. Donc là, vraiment, on a une mesure qui est gravissime, déjà parce que, encore une fois, c'est un conflit entre adultes qui est pris en considération et l'enfant se retrouve le moyen d'assurer l'égalité entre les femmes. Quel peut bien être l'intérêt de l'enfant de faire l'objet d'une adoption forcée
Et en plus de ça, c'est vraiment une atteinte sans précédent à l'autorité parentale et au statut de parent. Ouais. Parce que un enfant qui a déjà une filiation établie, même à l'égard d'un seul parent, ne peut pas être adopté par autrui contre la volonté de sa mère. C'est vraiment introduire l'insécurité juridique dans les familles et l'intrusion de l'État via le juge dans ce domaine. Donc je pense que c'est vraiment problématique. D'ailleurs, les juristes se sont vraiment prononcé contre cette mesure, mais enfin ça fait déjà 2 fois que l'Assemblée nationale la vote, donc rien n'est sûr en la matière. Allez, on fait comme toujours une première pause musicale et vous allez reconnaître bien sûr, je crois que c'était dans son dernier album, vous allez reconnaître Julien Doré. À tout de suite. De mon cœur tu tombes. Dis-moi si tu sais. RCF.fr, c'est votre radio version 2.0. Avec le player RCF, vous pouvez écouter toutes les radios locales RCF où que vous soyez. Grâce au podcast, réécoutez vos émissions préférées en les cherchant par date, thématique ou présentateur. RCF.fr, c'est aussi des dossiers multimédia pour approfondir un sujet d'actualité. Et bien sûr, le programme à venir et toutes les informations sur votre radio. Tout RCF et plus encore, c'est sur rcf.fr. Le 11-12 de RCF Vaucluse, Teddy Folenfant. Eh oui, en direct, on retrouve Aude Mirkovic, la porte-parole de Juristes pour l'enfance. Je renouvelle mon plaisir de vous avoir, Aude, et vraiment venir de Lyon pour être sur l'RCF Vaucluse, c'est vraiment très 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 gentil. Mais c'était important par rapport à cette réforme, de cette proposition de loi réformant l'adoption. Alors qu'en est-il de ces OAA, organismes autorisés pour l'adoption? Ils veulent les supprimer, mais quand on dit OAA aux gens, j'avoue que les 3/4 des gens ne savent pas ce que c'est. Oui, en effet. Alors les OAA, ce sont les organismes autorisés pour l'adoption. Ce sont des organismes privés qui œuvrent, comme leur nom l'indique, en matière d'adoption. Et ils ont deux façons d'agir essentiellement. La première, c'est pour certains le recueil en France d'enfants en vue de l'adoption. Donc des parents, le plus souvent une jeune femme, mais ce n'est pas toujours le cas, qui se voient contraints de confier leur enfant à l'adoption, ont aujourd'hui le choix. Ils peuvent soit le confier à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfant, c'est-à-dire à l'État, ou alors s'adresser à un OAA, un organisme autorisé pour l'adoption, pour lui confier leur enfant, et l'OAA trouvera ensuite une famille d'adoption. Ça, c'est l'activité de recueil des enfants. Et puis, il y a aussi l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc l'activité des OAA à l'étranger est assez connue. Donc ce sont les associations qui aident les Français qui désirent adopter à l'étranger à faire leurs démarches, qui servent d'interlocuteurs avec les autorités locales, etc. Et il y a également cette activité d'intermédiaire en France. Donc les OAA sont saisis par des familles qui désirent adopter, ils sont accompagnés, aidés, présentés au département. Et en France, comme il n'y a pas beaucoup d'enfants adoptables, et les OAA se sont surtout spécialisés dans l'accompagnement et le recrutement des familles pour adopter des enfants handicapés. Voilà. Alors, ce que prévoit la proposition de loi, c'est tout simplement supprimer l'activité en France des OAA. C'est-à-dire que leur activité à l'international, comme intermédiaire en vue de l'adoption à l'étranger, est maintenue. En revanche, leur activité en France, est rayée de la carte. C'est-à-dire que le Code de l'action sociale et des familles est réécrit de telle manière que leur statut pour la France n'existe plus. Pourquoi cette mesure ? Très franchement, c'est incompréhensible. On ne comprend pas. Les OAA rendent un service qui est inestimable. Ils le rendent très bien, parce qu'il faut savoir que 100% des enfants confiés à des OAA, y compris des enfants handicapés, trouvent des familles d'adoption. Et malgré tout, les OAA qui existent encore se sont prononcés, ils ont écrit aux députés, ils ont écrit aux ministres, ils ont parlé avec la presse. De nombreuses associations comme Juristes pour l'enfance ont également signalé aux députés l'erreur de rayer les OAA de la carte pour la France, mais rien n'y fait. Et la seule explication,
Eh bien, c'est que l'État veut se réserver le monopole de l'adoption en France. Et aujourd'hui, comme je le disais, les parents ont le choix de confier leur enfant à l'adoption soit à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, soit à un OAA. Et en fait, on voudrait supprimer ce choix. C'est quand même énorme. C'est surtout aussi en ce qui concerne les enfants handicapés. Oui. Alors, en effet, donc, du coup, l'Assemblée a introduit dans la proposition de loi une espèce de mesure de replâtrage pour dire que les départements pourront s'adresser à des associations pour les aider à trouver des familles pour les enfants à besoins spécifiques, donc les enfants handicapés. Mais pourquoi renoncer au statut d'OAA, qui est donc un statut officiel, qui reconnaît la compétence de l'association en matière d'adoption, pour se rabattre sur des associations sans précision, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait s'autoproclamer association spécialisée en matière d'adoption. Enfin, on ne voit vraiment pas du tout où est le progrès. Et donc voilà, c'est une espèce de mesure idéologique. Il faut que tout ce qui concerne l'adoption soit aux mains de l'État. Et c'est vraiment problématique parce qu'aujourd'hui, parmi les femmes qui sont contraintes par les aléas de la vie de confier leur enfant à l'adoption, eh ben, il y en a beaucoup qui viennent elles-mêmes de l'ASE, qui sont passées elles-mêmes par l'aide sociale à l'enfance, et justement, elles sont claires sur le sujet, elles ne veulent pas que leur enfant suive le même parcours qu'elles. Et c'est pour ça qu'elles vont voir les OA et qu'elles ne veulent pas s'adresser à l'ASE. Et pourquoi ne pas respecter ce choix? C'est-à-dire que, justement, l'ASE manque de moyens à tous les niveaux, donc on ne leur en veut pas. C'est-à-dire le manque de moyens, c'est pas de la faute des personnels et à la limite, c'est de la faute de personne. Mais justement, alors que des dysfonctionnements sont pointés partout, malheureusement, c'est le moment de s'appuyer sur ces organismes privés plutôt que de vouloir les supprimer. Comment ça se passe, je pense, au temps de ma grand-mère, etc., etc. Il y avait, ça existe toujours, je ne sais pas, la DAS, où on mettait les jeunes enfants, effectivement. Mais est-ce qu'on a un profil type des gens ou des femmes seules qui proposent leurs enfants à l'adoption et pourquoi? Alors, l'ADAS, elle est justement devenue l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Voilà, c'est la même chose. Et alors, moi, je suis incapable de dresser un profil type, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, en plus, les enfants recueillis par les OA sont peu nombreux. Et juste parce que beaucoup d'enfants sont confiés à l'ASE. Et justement, ça fait partie des arguments de dire, bon, de toute façon, il y a presque plus d'OA aujourd'hui qui recueillent encore des enfants. Et pour ceux qui les recueillent, ils en recueillent très peu. Ce serait environ 5 ou 6 par an. Mais alors, il faut revenir sur ces deux points. S'il y a peu d'OA aujourd'hui qui recueillent effectivement des enfants, c'est parce que les contraintes administratives qui pesaient sur eux sont devenues au fil des réformes tellement lourdes que la plupart d'entre eux ont dû renoncer à cette activité de recueil des enfants. Parce qu'il fallait des locaux adaptés, avoir un médecin, un psychologue à demeure en permanence. Enfin, ça générait des frais trop importants pour eux. Donc, en fait, aujourd'hui, on devrait se dire, bon, face à ce constat, justement, il vaudrait mieux donner des moyens aux OA pour qu'ils puissent à nouveau remplir cette mission, plutôt que de dire, bon, pour ce qu'il en reste, on n'a que supprimer ce qui reste. Et en plus, pour ce qu'il en reste, justement, par exemple, l'AFA, l'association de la famille adoptive, recueille 5 ou 6 enfants par an, mais en réalité, ça ne reflète pas du tout le service qu'ils rendent. Parce que de nombreuses femmes, ce sont plus souvent des femmes, de nombreux parents s'adressent à cet organisme avec le projet de confier leur enfant à l'adoption. Et une fois pris en main par cet organisme, aidé, accompagné, eh bien en fait, beaucoup de ces mères, finalement, ont la possibilité de garder leur enfant avec elles. Et ça concernerait entre 60 et 100 femmes par an. Donc en réalité, ces 5 ou 6 enfants recueillis effectivement par an sont la partie visible de l'iceberg, et il y a beaucoup plus d'enfants que ça qui bénéficient des services de ces OA. Et par ailleurs, il y a d'autres structures qui existent aujourd'hui. Par exemple, je pense à l'association Tombé du Nid, qui a également fait des communiqués de presse sur le sujet et qui s'est beaucoup investi dans ce combat parlementaire pour sauver les OAA. Donc Tombé du Nid, c'est une association qui a été fondée par des parents adoptifs de 3 enfants handicapés. J'ai vu ça. Oui. Voilà, et lourdement handicapés pour l'une d'entre elles, polyhandicapés, et qui sont suivis aujourd'hui par 60 000 familles et qui créent des vocations, si je puis dire. Il y a beaucoup de gens, soit qui avaient déjà le projet d'adopter un enfant handicapé, soit qui ont eu l'idée finalement en voyant leurs témoignages et qui s'adressent à eux. Et eux, ils font partie de ces personnes qui aimeraient devenir un OA, justement non pas pour recueillir des enfants, eux ils sont du côté des adoptants, mais pour recruter, accompagner, former ces familles.
Parce que en la matière, il faut pas seulement des bonnes intentions. Il faut pas juste être généreux. Il faut encore être capable de pouvoir adopter ses enfants, parce que ce n'est pas facile. Et donc, d'où l'intérêt d'être vraiment accompagné par des structures professionnelles. Eh bien, eux, au moment où ils pensent justement à se transformer en OAA, eh bien, voilà ce texte qui vient leur dire, bah non, en fait, on n'a plus besoin des OAA en France. Alors que, justement, eux, ils relaient des témoignages, mais innombrables, de familles qui sont prêtes à adopter des enfants handicapés et qui n'y arrivent pas, parce que encore une fois, les procédures sont compliquées, les départements ne sont pas équipés, ils n'arrivent pas à trouver un interlocuteur, et finalement, vous avez des familles dont le projet reste inabouti, alors que plusieurs centaines d'enfants handicapés restent en établissement à l'ASE. On peut lancer un appel d'ailleurs, parce que j'ai vu, ils viennent de lancer un appel, cette association Tombés du Nid, ce sont des parents extraordinaires, et effectivement, faut les aider, parce que quand j'ai vu les enfants qu'ils ont adoptés, c'est absolument sublime. C'est fantastique. Alors ça, tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. D'ailleurs, ils le disent bien. C'est vraiment un appel intime qui est très personnel. Et il ne s'agit pas de dire que tout le monde doit adopter des enfants handicapés, pas du tout. Mais c'est quand même vraiment dramatique que cette demande d'adoption ne rencontre pas ce besoin qui existe par ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez, si nos auditeurs veulent aider et les enfants et des associations comme Tombés du Nid et les OAA qui œuvrent, il est encore temps d'écrire à son député, puisque le texte revient à l'Assemblée en dernière lecture le 8 février. Donc comme c'est une procédure accélérée, le texte va sans doute être à nouveau modifié par la commission des lois, et en séance, les députés ne pourront présenter que les amendements qui avaient déjà été présentés par le Sénat, mais justement font partie de ces amendements le maintien en France des OAA. Donc il est possible d'écrire à son député pour le sensibiliser à cette question. Allez, deuxième pause musicale, une superbe chanson justement sur l'adoption. Le 11-12 de RCF Vaucluse, Teddy Folenfant. En plein dans l'actualité avec Aude Mirkovic, la porte-parole donc de l'association Juristes pour l'enfance, j'ai vu quelque chose sur le pass vaccinal. On est en plein dans l'actualité. Olivia Sarton, que nous avons reçue plusieurs fois dans notre émission, qui est la directrice scientifique de votre association, elle s'est inquiétée de l'abaissement de l'âge de la majorité à 16 ans dans de nombreux domaines, comme en témoignent les débats sur le pass vaccinal. Effectivement, depuis cette crise, le premier seuil d'âge a été introduit par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui a prévu expressément que la vaccination contre la Covid peut être pratiquée à sa demande sur le mineur de plus de 16 ans, passant ainsi outre l'éventuelle absence de consentement des parents. Ça aussi, c'est un problème délicat. Oui, c'est-à-dire que cette mesure qui permet à un jeune à partir de 16 ans de décider lui-même de se faire vacciner, bon, il se trouve que c'est la vaccination, ça pourrait être autre chose. Oui. Là, on parle de cette histoire de laisser le jeune prendre une décision seul, eh bien, fait l'impasse sur l'autorité parentale. Il faut quand même rappeler que le statut de l'enfant, l'enfant c'est jusqu'à 18 ans, selon la Convention internationale des droits de l'enfant, oui. C'est celui de la minorité. Et la minorité est un statut protecteur de l'enfant et de l'adolescent qui le préserve de prendre des décisions, qui n'a pas la maturité requise pour prendre ces décisions et pour le protéger. Et donc il se trouve dans une situation qu'on appelle d'incapacité juridique, c'est-à-dire que lui-même ne peut pas donner son consentement à des actes, sauf les actes que l'usage ou la loi permettrait. Donc là, la loi, c'est la loi sur le pass notamment, et l'usage, c'est les menus achats en fonction de l'âge de l'enfant. On voit bien que les enfants progressivement peuvent accomplir de petits actes juridiques, mais enfin, ils restent quand même dans une situation globale d'incapacité juridique, et ce sont les parents titulaires de l'autorité parentale qui consentent, qui prennent les décisions concernant leurs enfants. Alors le Code civil prévoit que l'enfant est associé aux décisions qui le concernent en fonction de son degré de maturité, ce qui est bien normal, parce que le but de l'éducation, c'est d'arriver à ce qu'à 18 ans, le jeune soit capable justement de prendre des décisions. Et c'est pourquoi il est tout à fait logique de l'associer,
Mais le fait qu'il soit associé et que son consentement lui pu être recherché ne prive absolument pas d'intérêt celui de ses parents, et ce sont les parents qui demeurent décisionnaires. Et ça, c'est une mesure protectrice. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est que nous constatons de plus en plus une espèce de tendance à considérer l'autorité parentale comme un carcan dont il faudrait libérer les jeunes. Comme si l'autorité parentale était une prison, une entrave à leur liberté, et cette possibilité pour les jeunes de consentir eux-mêmes, donc sans que leurs parents soient au courant, à être vaccinés, et justement est un signe. Et d'ailleurs, on entend souvent des propos, à 16 ans, un jeune est libre de décider, il est capable de s'autodéterminer. Voilà, comme si l'autorité parentale, encore une fois, était une prison, un carcan dont il faudrait libérer. Et nous pensons que c'est très dangereux, parce que, en fait, finalement, ça revient petit à petit à grignoter comme ça l'autorité parentale, à mettre sur l'épaule des jeunes une responsabilité qui n'est pas de leur âge, et finalement à les situer dans une grande insécurité affective autant que juridique, finalement, puisque on met sur leurs épaules des décisions qui n'ont pas la maturité et pour lesquels ils n'ont pas la maturité nécessaire. Et donc nous pensons que c'est problématique, et en réalité, sous couvert de libérer les jeunes, c'est une démission des adultes de leur responsabilité à leur égard. Et pourquoi ces barrières aussi? Parce que c'est très délicat. Pourquoi 16, 17, 18, maturité à tous les niveaux, maturité sexuelle, etc., etc. C'est très difficile de mettre des barrières. Alors ça, c'est vrai que de toute façon, les seuils sont toujours arbitraires d'une certaine manière, parce que même la majorité à 18 ans, alors on a 1 heure avant, 1 heure après, le jeune n'a pas beaucoup changé, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'il y a dans certains cas, il faut bien fixer un seuil. Et c'est vrai que certains jeunes, peut-être, à partir de 16 ans ou 17 ans, ont une maturité exceptionnelle, mais d'autres à 20 ans, 22 ans sont toujours tout à fait immatures. Bon, il faut bien fixer des seuils à un moment. Aujourd'hui, c'est 18 ans pour la majorité civile, mais on n'a pas l'impression que la tendance dans la jeunesse soit justement à une maturité précoce, c'est plutôt l'inverse. Donc ces mesures sont en plus complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité de ce que vivent les jeunes. Alors on dit que c'est l'évolution de la société, justement, les jeunes sont de plus en plus mûrs, il y a de quoi se poser un certain nombre de questions, ma chère hôte. Oui, c'est-à-dire que on entend de plus en plus parler de l'autodétermination de chacun, y compris des enfants. Et nous voulons alerter sur ce point, parce que ça peut être séduisant dans une première approche. Oui, pourquoi pas la liberté, tout le monde est pour, et pourquoi pas la liberté des jeunes, mais en réalité, on met les jeunes en danger, et c'est ce statut de la minorité qui est le leur, il n'est pas là pour rien, il n'est pas là pour rien. Et sous prétexte d'émanciper les jeunes, en fait, on ne leur rend pas service. Et c'est pourquoi nous alertons là-dessus. Et puis il y a un problème de contrôle aussi qui se joue, parce que la santé, on ne rigole pas avec la santé. C'est difficile. Quel contrôle? Ça me fait penser à l'interdiction de fumer, ça me fait penser à l'interdiction d'acheter de l'alcool. Voilà, je veux dire, quel contrôle? Personne ne contrôle rien, en fait. Non, alors on peut pas tout contrôler, mais la loi n'a pas besoin d'en rajouter justement de façon, parce que ce sont deux choses différentes. Que des jeunes fassent des choses même interdites, c'est tout à fait normal, mais que la loi leur donne officiellement mandat pour le faire, c'est ça le problème institutionnel. C'est là la démission sociale en réalité. Parce que les jeunes transgressent les limites, je veux dire, c'est leur job d'une certaine manière, mais c'est à la société et aux adultes justement de poser ces limites. Où en est-on en quelques mois? D'ailleurs, je reviens un peu, retour en arrière, la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Olivia Sarton est venue s'exprimer un peu là-dessus. La PMA, la GPA bientôt. Nous en sommes où? Eh bien alors, je rappelle que la loi de bioéthique du 2 août dernier, c'était sa mesure phare, ouvert la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes, parce que la PMA, donc la procréation médicalement assistée, ou procréation artificielle, poursuivait jusqu'à présent un but thérapeutique. Donc le but était de compenser une infertilité pathologique, et par conséquent ça ne concernait que des couples hommes-femmes vivants qui plus est et en âge de procréer. Bon, la loi de bioéthique permet l'insémination par des donneurs de femmes célibataires en couple de femmes, et depuis, les décrets d'application ont commencé à être adoptés petit à petit.
Et la mise en œuvre maintenant de cette loi se heurte à une question pratique, à savoir justement les apports de sperme, pour pouvoir, parce qu'on a beau effacer du code civil le père de l'enfant, il faut malgré tout toujours un homme pour fournir ses gamètes. D'ailleurs, au moment des débats, une association qui s'appelle les Poissons Roses avait fait stationner une petite camionnette devant l'Assemblée nationale en proposant aux députés qui allaient voter le texte de venir fournir leurs gamètes. C'est pas le tout de voter un texte, mais comment on va faire pour le mettre en œuvre? Donc, faut pas compter sur les autres qui avaient proposé aux députés justement de venir donner leurs gamètes. Je vous laisse imaginer combien il y avait eu de volontaires. Bien sûr. Voilà, mais donc l'agence de la biomédecine a commencé ses campagnes de promotion pour essayer de recruter des donneurs. Voilà, donc on en est là. Allez, on fait une autre pause. Alors cela concerne toujours l'adoption, ma chère Aude. Une superbe chanson de Francis Cabrel. Vous êtes passionné par les divers styles et genres musicaux? Avec ou sans partition, vous propose d'aller à la rencontre des lieux et des personnes qui en font l'actualité. Tous les jeudis à 20h, retrouvez avec ou sans partition avec Michel Mazot. Le 11-12 de RCF Vaucluse, Teddy Folenfant. Dernière partie, effectivement, en direct avec Aude Mirkovic, la porte-parole de l'association Juristes pour l'enfance. Aude, on va aborder à la fin de cette émission un sujet très difficile, que les gens connaissent peu. Les troubles de l'identité sexuée chez les jeunes. Alors, il y a, semble-t-il, une circulaire Blanquer de septembre 2021 sur l'accueil de la transidentité à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Eh bien, les jeunes concernés par ces questionnements liés au genre, c'est-à-dire à leur identité sexuée, leur identité de fille ou de garçon, sont des enfants ou des adolescents qui ont une intime conviction d'appartenir au sexe opposé, au sexe qui n'est pas le leur, qui n'est pas biologiquement le leur. Et alors, selon leur âge, selon les cas, leurs demandes sont diverses. Mais enfin, pour dire les choses de façon un petit peu schématique, eh bien, ils vont demander à être traités comme, dans le genre, dans le sexe dans lequel ils se ressentent. Donc, un garçon qui va demander à être considéré comme une fille et vice-versa. Alors, il y a deux manières d'appréhender ce qu'on peut appeler des troubles de l'identité sexuée chez les enfants ou chez les adolescents. C'est très schématique ce que je vais dire, mais c'est pour comprendre. Il y a l'approche exploratoire, psychothérapeutique, qui consiste à aller explorer les causes du mal-être de l'enfant. Sachant que cette conviction, ce refus de son propre sexe, ce désir d'être du sexe opposé, sachant qu'il y a toutes les étapes entre les deux, exprime un mal-être qui peut être réel, qui peut être très violent, et il s'agit d'aller chercher les causes de ce mal-être pour essayer de les résoudre, et à défaut de les résoudre, eh bien aider le jeune à vivre avec. Parce que on constate que très souvent, cette revendication de transidentité, d'être du sexe opposé, finalement révèle est l'expression d'un autre problème, et on constate chez les jeunes concernés une surreprésentation de troubles psychiatriques, de syndromes post-traumatiques, notamment des situations post-traumatiques suite à une agression sexuelle ou à une exposition violente à la pornographie, des choses comme ça. C'est jamais une cause unique, c'est tout ça, chaque cas est unique et il y a beaucoup de raisons, ou alors beaucoup aussi de syndrome d'autisme, enfin le tout sur fond de questionnements et de difficultés relatifs à l'enfance et surtout à l'adolescence. Voilà, donc il s'agit d'aller explorer les causes de ce mal-être pour ne pas passer à côté, essayer de les soigner, de les prendre en charge, de les guérir. Et donc, concrètement, de dire aux jeunes, toi, tu penses que tu es du sexe opposé, mais de l'aider à accepter la réalité de ce qu'il est. Dire, tu es un garçon, pourquoi est-ce que tu ne te sens pas bien comme un garçon? Pourquoi tu penses que tu n'es pas un garçon? Qu'est-ce qui t'attire chez les filles? Et vice-versa, et d'aller chercher derrière cette revendication, qu'est-ce qu'il y a? Et comment est-ce qu'on peut aider le jeune? Et puis la deuxième approche, c'est l'approche dite affirmative, qui part du principe que finalement la réalité biologique sexuée
est totalement secondaire et que chaque personne, y compris les enfants et les adolescents, devrait s'autodéterminer en fonction de son ressenti intime et profond. Et donc la façon dont la personne se ressent doit prévaloir sur le réel, sur le réel de son corps physiologique. Et du coup, dans cette approche, eh bien, la demande de l'enfant sera accueillie de telle manière que on va accepter de l'appeler par le prénom qu'il va choisir et surtout de l'identifier, de l'affirmer, c'est le vocabulaire utilisé, de l'affirmer dans le sexe qu'il revendique. Donc, une jeune adolescente qui déclara qu'elle n'est pas une fille et qu'elle est un garçon, qu'elle veut être traitée comme elle, eh bien, on va adopter un prénom de garçon, la désigner comme il et s'adresser à elle en tant que garçon. Alors, en effet, une circulaire a été adoptée par l'Éducation nationale au mois de septembre et qui donne carrément la consigne aux établissements scolaires, eh bien, justement, d'adopter cette approche affirmative et donc d'accepter la demande du jeune et de l'identifier, de l'affirmer dans le sexe dans lequel il se pense, avec tout ce que ça va avoir comme conséquence. Déjà des conséquences pratiques, parce que ça veut dire que les profs vont devoir s'adresser aux jeunes avec le prénom qu'il a choisi et dans le genre qu'il revendique. Donc, comme légalement le changement de sexe est interdit par l'état civil pour les mineurs, ça veut dire tenir des doubles listings. Alors la carte de cantine aura un nom, la carte de bibliothèque, mais par contre le livret scolaire du jeune sera un autre nom. Donc, au-delà du problème de fond, qui est que l'institution va laisser croire aux jeunes qu'il est possible, de par sa volonté, de par son ressenti en fait, de disqualifier son sexe biologique, ce qui en fait est impossible, eh bien, au-delà de ce problème de fond, on aboutit à des difficultés pratiques qui sont quand même très importantes, parce qu'on a l'impression que la circulaire résonne comme si une demande devait rester unique dans un lycée. Et on sait très bien qu'en réalité, elles ne seront pas uniques. Et puis si un jeune peut changer de prénom parce qu'il a décidé qu'il était du sexe différent, est-ce qu'un autre jeune ne pourrait pas demander un prénom différent parce que lui, il n'aime pas son prénom, que tout le monde se moque de lui avec son prénom, ou parce qu'il a changé de religion, je ne sais quoi. Enfin, c'est la porte ouverte à toutes les demandes. Et puis, il y a la conséquence pratique de l'accès aux lieux dits d'intimité, donc les toilettes, les vestiaires, les internats, que ce soit, et notamment l'hébergement en déplacement scolaire, en voyage scolaire. Ce sont des difficultés très complexes et la circulaire, eh bien, tire la conséquence de son postulat. Puisqu'il faut identifier le jeune dans le sexe dans lequel il se revendique, eh bien, il faut lui donner accès à ces lieux d'intimité. Mais en fait, c'est vraiment une approche très superficielle de la question parce qu'on ne tient pas compte de tous les autres. Parce que devient le droit à l'intimité, à la pudeur des filles lorsqu'un garçon qui se ressent fille va être invité à partager leur vestiaire et leurs toilettes, sans même parler de leur sécurité. On a déjà vu, c'est pas en France que ça s'est pas encore produit, mais justement un garçon qui s'identifiait fille et qui portait des jupes à l'école, bon à la limite la jupe très franchement c'est complètement secondaire, mais qui avait le droit d'utiliser les toilettes des filles et 2 fois il a violé des filles dans les toilettes. On a déjà des rapports qui montrent que les jeunes sont très réticents à utiliser les toilettes à l'école et que ça se ressent sur l'attention en cours, sur les infections urinaires, tout ça, parce qu'il y a un manque de sécurité dans les toilettes, donc il faut quand même être réaliste, ça va poser des difficultés pratiques. Et puis la circulaire n'aborde même pas la question du sport. Où est la justice le jour du cross du collège si un garçon identifié fille concourt chez les filles? Bien sûr. Voilà, il va évidemment, il a de fortes chances de gagner. Vous voyez, donc ce qui est problématique, c'est que la circulaire part du postulat non démontré que le bien de l'enfant serait de l'identifier dans le genre dans lequel il se pense. Mais est-ce que c'est rendre service à l'enfant que de faire ça? Ce n'est pas du tout évident et ça devrait être beaucoup plus discuté que ça, parce que l'enfance, l'adolescence, c'est le temps des questionnements, des tâtonnements, des explorations, des remises en cause, et accepter d'obtempérer à la demande de l'enfant, eh bien finalement ça risque de l'enfermer dans une posture qui est la sienne à un moment, mais qui pourrait l'embarquer dans un processus qui finalement sera pour lui une impasse. Et d'ailleurs, on commence à avoir de plus en plus de témoignages de détransitionneurs. Donc ce sont de jeunes adultes qui regrettent la transition qu'ils ont commencée quand ils étaient adolescents ou même carrément enfants. Mais malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, c'est trop tard.
Et alors pour revenir sur la circulaire, justement, en fait, elle est problématique. Parce que si le droit civil ne permet pas le changement de la mention du sexe à l'état civil pour les mineurs, ce n'est pas pour rien. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur le statut de la minorité. Et finalement, le ministre dit la chose suivante. Eh bien, le code civil, la loi civile dit quelque chose, mais nous on s'en fiche. Parce que accepter d'identifier le jeune dans le sexe opposé à celui qui est le sien, ça revient finalement à entériner un changement de sexe de fait. Pas de droit, mais de fait. Donc ça revient à disqualifier le code civil, à disqualifier la loi, comme si elle n'existait pas. Et au soutien de cette attitude, on voudrait penser que le fait d'appeler le jeune par un prénom de masculin ou féminin selon son choix et de l'identifier dans le sexe qu'il revendique, en fait c'est anodin, c'est ce qu'on appelle la transition sociale. Tant qu'il n'y a pas d'hormones ou de chirurgie, ce serait anodin, mais ça n'est pas vrai. Cette transition sociale, comme on l'appelle, c'est pas du tout un temps qu'on donne aux jeunes pour réfléchir, parce qu'en réalité, c'est déjà une forme de traitement. C'est déjà un process qui va jouer dans sa construction et qui, dans l'immense majorité des cas, en réalité, va l'entraîner vers la transition médicale. Aude Mirkovic, merci infiniment pour ces précisions. Vous reviendrez à RCF Vaucluse parce que c'est bigrement intéressant. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de Juristes pour l'enfance avec toute cette actualité très très riche. Merci beaucoup. Nous connaissons bien aussi Olivia Sarton, vous lui adressez nos amitiés et merci pour toutes ces précisions. Allez, nous étions en direct sur RCF Vaucluse et nous allons terminer aussi par une superbe chanson. Aude Mirkovic, merci infiniment et bon retour. Merci à vous, Teddy. Au revoir. Merci.